Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une conférence de D4 de Tour de Printemps qui comportera 4 dossiers longs. On va commencer par le premier dossier. Il s'agit d'une patiente de 72 ans que vous voyez en consultation. Elle est ménopausée, elle n'a pas d'antécédents particuliers et se plaint de douleurs des épaules et de la racine des cuisses qui évoluent depuis 1 mois et demi. Ces douleurs la réveillent en fin de nuit et la gênent jusqu'en milieu de matinée. Elle a pour antécédent une fracture du poignet à l'âge de 60 ans. Elle se sent par ailleurs très fatiguée et a perdu récemment 4 kilos. À l'examen clinique, vous constatez une raideur des épaules et de la racine des cuisses. Il n'y a pas de synovite, l'examen neurologique est normal et l'examen général aussi. Biologiquement, il existe une hémoglobine à 10,3 grammes avec un VGM à 79, les plaquettes à 525 000 par millimètre cube, la VS est à 80 mm à la première heure, la CRP à 65, les facteurs rhumatoïdes sont positifs. Le ionogramme, la créatininémie et les CPK sont normaux. Enfin, les radiographies d'épaule et de bassin que vous avez réalisées sont normales. On vous demande à la première question quels sont les 3 principaux diagnostics à évoquer devant ce tableau clinique. À la deuxième question, on vous demande de dire quel est le plus probable et quels sont vos arguments. Ensuite, quels examens complémentaires non invasifs vous semblent utiles à visée diagnostic dans ce cadre-là? À la question 4, votre diagnostic que vous avez évoqué à la question 2 se confirme. Que pensez-vous de la positivité des facteurs rhumatoïdes dans ce contexte? Alors que votre patiente allait bien, et alors que votre patiente allait débuter son traitement, elle se plaint de troubles visuels, avec une baisse de l'acuité visuelle transitoire. Elle revient vous voir affolée. Quel diagnostic évoquez-vous donc? Et quels autres signes recherchez-vous? À quelles complications majeures est exposée votre patiente? Quels en sont les mécanismes possibles? À la question 7, on vous demande quelle est la première décision que vous devez prendre et la deuxième. Qu'attendez-vous de ce deuxième examen? Enfin, dans ce contexte, que pensez-vous du risque d'ostéoporose et que proposez-vous vis-à-vis de ce risque? On va commencer la correction par la première question. Quels sont les 3 principaux diagnostics que vous devez évoquer devant ce tableau clinique? Le premier diagnostic à évoquer était ici celui de pseudopolyarthrite rhizomyélique du fait de l'atteinte des ceintures. Le diagnostic différentiel de la PPR, ou pseudopolyarthrite rhizomyélique, est la polyarthrite rhumatoïde du sujet âgé, qui est fréquemment, enfin plus fréquemment que chez le sujet plus jeune, à début rhizomyélique. Enfin, dans un contexte d'altération de l'état général et de rhumatisme inflammatoire débutant chez le sujet âgé, surtout si celui-ci est réfractaire au traitement, vous devez évoquer une cause paranéoplasique. Finalement, quel était le plus probable dans ce cas et quels arguments étaient présents dans l'observation en faveur de ce diagnostic? Évidemment, le diagnostic le plus probable était celui de PPR, car le tableau clinique était celui de douleur à début rhizomyélique. Le terrain, il s'agit d'un sujet âgé, 72 ans. L'association a une altération de l'état général qui est beaucoup plus en faveur d'une PPR que d'une polyarthrite rhumatoïde. Le contraste entre cette altération de l'état général, les symptômes et un examen clinique relativement pauvre, en particulier pas de synovite. L'existence d'un syndrome inflammatoire biologique qui est beaucoup plus en faveur aussi de la PPR que de la PR. Et enfin, la normalité des radios, avec en particulier pas d'érosion. Dans ce contexte, pour avancer dans le diagnostic, même si celui de PPR est le plus probable, quels examens complémentaires non invasifs vous semblent utiles à visée diagnostique? Il faut rechercher des arguments en faveur d'une pseudopolyarthrite rhizomyélique. Il n'y a pas de marqueur biologique de cette maladie, mais on retrouve fréquemment dans la PPR et dans la maladie de Horton l'existence d'une cholestase anictérique. Donc, il fallait faire dans ce cadre-là un bilan hépatique qui ne vous était pas donné dans l'énoncé.
Vous cherchez par ailleurs les signes en faveur d'une polyarthrite rhumatoïde, vous faites un dosage des anti-CCP, et si ceux-ci sont positifs, vous orientez plus vers une PR que vers une PPR. On avait ici uniquement des radios des épaules et du bassin, vous complétez par radio des mains et des pieds à la recherche d'érosion en faveur d'une PR, et si vous avez des doutes pour des synovites, là on vous disait qu'il n'y en avait pas sur les mains à l'examen clinique, mais il pourrait y en avoir à l'épaule qui serait passé inaperçu. Vous pouvez compléter par une échographie articulaire à la recherche donc de synovites, des épaules et éventuellement des mains. Enfin, le troisième diagnostic était celui de cause paranéoplasique. Il est de bon ton chez un patient de 72 ans qui a un gros syndrome inflammatoire et une altération de l'étau général de faire au minimum une radio de thorax et, si vous avez un doute, une échographie abdominale. Finalement, votre diagnostic se confirme, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une pseudopolyarthrite rhizomélique. On vous demande à cette question: qu'est-ce que vous pensez de la positivité des facteurs rhumatoïdes dans ce contexte? Il y a plusieurs volets dans cette réponse. Tout d'abord, le diagnostic de polyarthrite rhizomélique et le diagnostic différentiel de la PPR et pourrait être évoqué devant ce tableau clinique. Ça, c'était une des premières choses. Mais comme on l'a vu à la question 2, le tableau clinique est vraiment plus évocateur d'une PPR que d'une polyarthrite à début rhizomélique. Enfin, vous savez que les facteurs rhumatoïdes sont très fréquemment positifs chez 20 à 30% de la population au-delà de 60 ans, et donc sont à ce titre non spécifiques, puisqu'ils sont présents aussi bien chez les sujets sains. Enfin, si vous vouliez avancer dans ce diagnostic différentiel PR et PPR, comme on l'a vu à la question précédente, c'est les anti-CCP qui vont vous apporter la meilleure aide diagnostique dans ce contexte. À la question suivante, votre patiente allait débuter son traitement, elle se plaint brutalement d'un trouble visuel avec une baisse de l'acuité visuelle transitoire et revient vous voir. Quel diagnostic vous évoquez et quels signes cliniques recherchez-vous? Évidemment, dans le contexte d'une pseudopolyarthrite rhizomélique, le premier diagnostic à évoquer devant un trouble visuel, c'est l'association à une vascularite, un type de maladie de Horton, vascularite des gros vaisseaux. Il fallait donc rechercher les autres signes de maladie de Horton, qui sont typiquement des céphalées, temporale, à prédominance nocturne ou à recrudescence nocturne, et avec un caractère résistant aux antalgiques. On peut retrouver aussi à l'interrogatoire notion de claudication de la mâchoire. À l'examen clinique, vous palpez ces artères temporales pour voir plusieurs choses. Si elles sont indurées, si elles sont battantes, si elles sont inflammatoires. Typiquement, dans la maladie de Horton, on peut avoir une abolition des pouls temporaux, une artère indurée et inflammatoire. Enfin, des signes d'atteinte de type vascularite des vaisseaux du cou et cérébraux, à type d'hypoesthésie ou de diesthésie du scalp, de glossodynie, voire au maximum nécrose de la langue, ce qui se voit excessivement rarement. Donc, maladie de Horton probable. À quelles complications majeures est exposée cette patiente qui vient de faire une baisse brutale de l'acuité visuelle transitoire? Et quels mécanismes sont possibles pour l'expliquer? Le risque, bien évidemment, est la cécité, que la baisse de l'acuité visuelle soit cette fois non plus transitoire mais définitive, avec 3 mécanismes possibles. Le plus fréquent, c'est la névrite optique ischémique antérieure aiguë, qui représente environ 75% des atteintes oculaires dans la maladie de Horton. Ensuite, l'occlusion de l'artère centrale de la rétine, qui représente 20% des causes. On croit souvent que c'est l'occlusion de l'artère centrale qui est la plus fréquente, mais c'est vraiment la névrite optique. Et enfin, plus rarement, une névrite optique rétrobulbaire dans environ 5% des cas. Donc, quelle est à ce stade-là votre première décision, puis la deuxième, et qu'attendez-vous? La première décision à prendre est bien évidemment de débuter le traitement en urgence,
pour prévenir ce risque qu'on vient de voir, qui est la cécité. Le traitement va reposer en premier lieu sur une corticothérapie. Ici, comme vous avez eu des troubles visuels, il faut faire des bolus de solumédrol et un relais par une corticothérapie orale à forte dose. Forte dose, ça veut dire 0,7 à 1 mg/kg, bien que certaines équipes mettent un peu moins. Associé à cette corticothérapie, vous devez absolument prescrire des antiagrégants plaquettaires. Il a été montré dans différentes études récentes que l'association d'antiagrégants plaquettaires de type aspégique améliorait le pronostic de ces patients atteints de maladie de Horton. Le deuxième geste, c'est de faire une biopsie de l'artère temporale pour avoir le diagnostic de certitude. Et vous recherchez typiquement des lésions d'artérite, une panartérite, ça veut dire une atteinte des trois tuniques. Elle est granulomateuse avec présence de cellules géantes. Typiquement, elle dissèque la limitante élastique interne. Enfin, vous devez savoir que dans le cadre de la maladie de Horton, la biopsie de l'artère temporale peut être normale, sans que cela n'exclue le diagnostic, car les lésions sont ce qu'on appelle segmentaires et focales, et si vous avez biopsié un endroit où il n'y a pas de lésion, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de maladie de Horton. Devant une suspicion clinique telle que celle-là, la biopsie de l'artère temporale, même si elle est négative, ne vous fera pas exclure ce diagnostic. Enfin, je vous précisais ici que ceux qui avaient mis la biopsie de l'artère temporale avant le début du traitement, c'était un 0 au dossier. Dans le Horton, l'urgence est au traitement et non pas au diagnostic, surtout dans ce contexte où le diagnostic est quasiment certain sur les éléments clinico-biologiques. Je vous ai mis ici un exemple de biopsie de l'artère temporale. Donc, vous voyez tout ce qui est ici enfoncé en noir, ce sont les infiltrats lymphocytaires. Il s'agit d'une coupe de vaisseau. Le vaisseau est complètement thrombosé. La limitante élastique interne ici est disséquée. Et sur les flèches qu'on voit ici en agrandissement, vous repérez des cellules géantes. Ceci est une cellule géante. Il s'agit d'une seule cellule avec de nombreux noyaux. Donc, dans le contexte, que pensez-vous du risque d'ostéoporose dans ce contexte de patients donc, de 72 ans, ménopausés, que l'on vient de mettre sous corticoïdes? Premièrement, il existe un risque d'ostéoporose cortisonique. Effectivement, dans le cas d'une maladie de Horton, on sait que la dose sera supérieure à la dose considérée délétère pour l'os, c'est-à-dire 7,5 mg pendant plus de 3 mois. Ici, on aura forcément plus. Ensuite, on vous disait dans l'énoncé que la patiente a eu une fracture du poignet à l'âge de 60 ans, ce qui veut dire que la patiente est déjà très probablement ostéoporotique. Et enfin, le dernier facteur de risque qui était présent dans cette observation, c'est la ménopause. Donc ménopause, antécédent de fracture plus corticothérapie. Oui, ici, il y a un gros risque d'ostéoporose. On vous demandait donc à la dernière question ce que vous proposiez comme prise en charge vis-à-vis de ce risque d'ostéoporose. Donc on a dit la dose délétère pour l'os, c'est supérieur à 7,5 mg pendant plus de 3 mois. Donc la prévention est nécessaire. Il est recommandé, dans tous les cas, quels que soient les autres facteurs de risque, quel que soit le chiffre de la densitométrie osseuse, d'avoir des apports vitamino-calciques suffisants, c'est-à-dire 1500 mg de calcium élément et 800 unités jour de vitamine D en l'absence de carence préalable. Soit ces apports sont suffisants dans l'alimentation que vous repérez à l'interrogatoire, soit il faut augmenter les apports alimentaires ou préconiser une supplémentation vitamino-calcique sous forme médicamenteuse, type calcite D3 ou autre. Enfin, ici, même si vous n'avez pas les résultats de la densitométrie osseuse, du fait de l'antécédent fracturaire, selon les recommandations de la FSAPS, il s'agit d'une indication à mettre en route un traitement médicamenteux préventif à type de biphosphonate.
Je vous ai résumé sur cette diapositive les recommandations de l'AFSAP de 2003 pour la prise en charge de l'ostéoporose cortisonique. Donc, comme on l'a dit, plus de 3 mois, plus de 7,5 mg par semaine, on doit considérer une prévention de l'ostéoporose cortisonique. Toujours une supplémentation vitamino-calcique suffisante. Et ensuite, la décision de mettre en route un traitement anti-ostéoporotique type biphosphonate se discute sur les éléments suivants. Soit vous avez affaire à une femme qui n'est pas ménopausée. Dans ce cadre-là, vous faites une densitométrie que bien sûr vous interprétez sur le T-score, c'est-à-dire par rapport à la densitométrie osseuse de l'adulte jeune. Soit la densitométrie est supérieure à moins 1,5 déviation standard. Dans ce cas-là, il n'y a pas d'indication à mettre en route un traitement anti-ostéoporotique et on propose de refaire une densitométrie, pas avant 1 an, plutôt, voire un peu plus. Mais on va dire densitométrie à 1 an si la densitométrie est limite au départ. Si le T-score est inférieur à moins 1,5 DS, là, vous pouvez mettre en route un traitement anti-ostéoporotique type de biphosphonate. Ce que vous devez savoir, c'est que chez les femmes en âge de procréer et qui désirent avoir des enfants, les biphosphonates ont quand même un effet rémanent, même à l'arrêt, et persistent dans l'organisme plusieurs mois, voire plusieurs années après. Donc, chez ces femmes-là, même avec une densitométrie basse, vous devez quand même garder à l'esprit que si elles veulent des enfants, il ne faut peut-être pas leur mettre des biphosphonates tout de suite. Ensuite, chez la femme ménopausée, la question d'avoir des enfants ne se pose plus, et vous avez 2 cadres. Soit il existe déjà un antécédent fracturaire, c'est-à-dire une fracture pour un traumatisme minime qui fait évoquer une fragilité osseuse. Dans ce cadre-là, même en l'absence de densitométrie osseuse, vous mettez en route un traitement par biphosphonate. Vous pouvez bien entendu faire quand même votre densitométrie au début du traitement pour savoir d'où vous partez, pour le suivi. Enfin, si elle n'a pas de fracture, vous faites une densitométrie osseuse et vous raisonnez exactement comme chez la femme non ménopausée. Inférieur à moins 1,5 DS, vous mettez en route un traitement. Supérieur à moins 1,5 DS, vous refaites une densitométrie à 1 an. Donc, quels sont les points forts de ce dossier? Un rhumatisme inflammatoire à début rhizomiélique chez le sujet âgé, c'est-à-dire plus de 60-65 ans, doit faire discuter les 2 diagnostics PPR-PR, avec les arguments pour l'un et pour l'autre qu'on a vus dans les premières questions. Devant un tableau de rhumatisme inflammatoire du sujet âgé type pseudopolyarthrite rhizomiélique ou RS3-PE, c'est-à-dire ces rhumatismes distaux qui sont ce qu'on appelle œdémateux, avec des grosses mains très gonflées, il faut évoquer une cause paranéoplasique, comme on l'a vu à la première question, surtout s'il y a une résistance au traitement. Ensuite, dans la maladie de Horton, l'urgence, on l'a bien vu, c'est la mise en route d'une corticothérapie. C'est donc le traitement et pas la biopsie de l'artère temporale dont on n'aura pas les résultats et dont on n'attendra pas les résultats pour débuter le traitement. Enfin, comme je vous l'ai dit, les antiagrégants plaquettaires doivent être systématiquement associés dans le traitement de la maladie de Horton, car ils améliorent le pronostic. Enfin, vous devez connaître les indications thérapeutiques dans l'ostéoporose cortisonique, que je vous ai résumées sur la diapositive précédente et qui sont disponibles sur Internet. Les recommandations de l'AFSAP qui datent de 2003. Je vous remercie pour ce dossier.